Vous constituez un portefeuille type qui rapporte. Ça vous intéresse? Alors, écoutez un peu. 100% de plus que le CAC 40 sur 12 ans, sans compter les dividendes. Ajoutez-y 50% supplémentaires si vous tenez compte du réinvestissement de ces mêmes dividendes. En moyenne, 46% de mieux sur la partie défensive. Enfin, sur les 3 dernières années, encore 12 points dans la vue par rapport au CAC 40. Ces performances incroyables sont toutes issues du portefeuille d'investissement de Charles Gave. Alors, je ne sais pas qui vous êtes ni où vous vous trouvez en ce moment, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimeriez créer une enveloppe d'actifs financiers qui obtiennent le même type de résultat. Sauf que vous ne savez pas comment faire. Eh bien, cette situation, je l'ai déjà vécue. Mais comme je suis quelqu'un qui ne croit qu'en ce que je gagne, j'ai reproduit les investissements réalisés par Charles Gave. Eh bien, vous savez quoi? Ça a plutôt bien marché. Alors, aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Nous allons décortiquer le portefeuille de Charles Gave pour en comprendre le fonctionnement et sa mécanique interne. Et ensuite, je vous donnerai la répartition et la liste complète des actifs sur lesquels il investit. Du coup, on y va. Allez, on y va. La bourse n'est pas une affaire complexe. N'importe qui peut y faire fructifier son épargne, armé d'un peu de bon sens et de patience. Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même avec peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon ami le Cube... Le Cube, c'est moi, le petit écran dans votre propre écran. Nous allons analyser les investissements de celui qui arpente les sentiers de la gestion de portefeuille depuis plus de 50 ans. Le financier punchliner Charles Gave, dont nous avons résumé la stratégie dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille de jeter d'abord un coup d'œil à cette vidéo, afin de mieux comprendre les éléments qui seront abordés ici. Le portefeuille type de Charles Gave est issu d'une expérimentation qu'il a lui-même menée et dont l'objectif était de montrer un peu plus en détail comment gérer un portefeuille de titres. Et ce, en partant du postulat que l'investisseur n'aurait 1. Ni envie de boursicoter, 2. Ni de se lancer dans des analyses financières pour savoir quoi et quand acheter ou vendre. Donc ici, on parle exclusivement d'investissement boursier. Oui, exclusivement. Le scénario de Charles Gave prévoyait également que l'investisseur aurait décidé d'entrer sur les marchés au pire moment possible, à savoir fin décembre 2007. C'est-à-dire quelques mois avant l'effondrement mondial des marchés dû à la crise des subprimes. Avec un tel scénario, on pourrait imaginer que les résultats seraient au final plutôt catastrophiques. Oui, on pourrait. Sauf qu'en réalité, celui qui aurait suivi cette stratégie aurait réalisé une performance moyenne de 8% par an en réinvestissant les dividendes, doublant ainsi sa mise de départ en 9 ans. Plutôt sympa pour un investisseur ayant une gestion passive. Cependant, même si la gestion de ce portefeuille est effectivement très passive, en gros on agit une fois par trimestre, la mécanique qui la sous-tend est, comme nous allons le voir, un modèle du genre. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, si vous ne l'avez pas déjà fait bien sûr. Ah, et activez la cloche et les notifications. Les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Avec le triptyque abonnement, cloche, notification, vous n'en manquerez pas un seul. Résumons. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, pour Charles Gave, il existe seulement 3 moyens de gagner de l'argent. La technique du retour à la moyenne, le momentum, le levier de la dette. Et lui, il utilise plutôt quelle méthode? Plutôt la première, avec parfois la seconde pour affiner son timing. Par contre, il a une grande répugnance à employer la troisième méthode, car l'idée de s'endetter le rend, comme il le dit lui-même, mal à l'aise. Oui, car la dette est certaine, mais le gain incertain. Parce que lorsqu'on utilise l'argent des autres pour s'enrichir, on augmente le niveau de risque. Parallèlement, 2 éléments sont à prendre en compte dans sa stratégie. Comme nous le verrons plus loin, d'une part, une forte répugnance pour les entreprises qui ont un lien avec l'État, que ce soit de par leur gestion ou de par les marchés sur lesquels elles font leurs bénéfices. D'autre part,
ne rien avoir à faire avec le secteur automobile, tant il est persuadé que cette industrie est en déclin. À partir de là, la sélection des actifs pourrait se faire naturellement, l'investisseur n'ayant presque qu'à choisir au hasard les titres sur lesquels investir. Au hasard? Alors on se prend la tête à essayer d'expliquer vidéo après vidéo les mécanismes d'investissement alors qu'on peut laisser faire le hasard? Oui, enfin non. Ce que veut dire Charles Gave, c'est que si un investisseur met en place une bonne grille d'analyse, les titres qui vont ressortir de ce tamisage seront des valeurs sûres. En d'autres termes, celui qui investit pourra laisser vivre son portefeuille sans avoir besoin de le suivre en permanence. Mais pour ça, encore faut-il avoir une solide construction de portefeuille. Le portefeuille d'investissement de Charles Gave est simplement constitué de 2 volets représentant chacun 50% du capital total. Un volet dit défensif, comportant une sélection d'actifs antifragiles destinés à protéger le portefeuille durant les phases de contraction de l'économie, comme c'est le cas actuellement. Une partie offensive, apportant l'essentiel du rendement et capable de battre le marché. Le tout avec une gestion équipondérée. C'est-à-dire que l'allocation d'actifs doit toujours conserver les mêmes poids que ceux donnés au moment de la construction du portefeuille. Exactement. Et il en est de même à l'intérieur de chaque volet. Le poids donné à chaque actif doit toujours rester équivalent. L'essentiel de la gestion se limite donc à rebalancer les surplus et les gains lorsque les équilibres se perdent. Parallèlement, on limite les interventions. Dans les faits, on a besoin de vérifier le portefeuille qu'une fois par trimestre, voire tous les 6 mois. Et en limitant les interventions, on réduit aussi les frais de transaction, ce qui permet d'améliorer la performance. Exactement. Et comme la stratégie se place sur un horizon d'investissement à long terme, on se moque de la valeur des actifs tant qu'on n'en sort pas. Après, la structure même du portefeuille entraîne automatiquement une forte volatilité sur le volet offensif. Mais si on est sur du long terme, est-ce que c'est vraiment important? En fait, non. Sur cet horizon d'investissement, les variations à court terme ne veulent rien dire. Et pour citer Charles Gave lui-même, la bourse est merveilleusement logique à long terme et s'agite sans rime ni raison au jour le jour. Et essayer d'interpréter ces mouvements journaliers, c'est un peu essayer de comprendre pourquoi tous les journalistes de France Inter pensent de travers. Il est plutôt incisif, le bougre. C'est peu de le dire. Bon, on peut maintenant s'attaquer aux actifs contenus dans chacun des 2 volets, en commençant par la partie défensive. Ensuite, nous verrons la partie offensive, que j'ai d'ailleurs personnellement testée et qui est plutôt bluffante. Évidemment, comme je ne suis pas conseiller financier, les informations suivantes ne sont pas des recommandations. Elles sont simplement fournies en tant qu'exemple pour vous permettre de comprendre la construction d'une stratégie d'investissement. Maintenant que c'est dit, si le contenu de cette vidéo vous plaît et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker. On vous en remercie par avance. L'objectif de la partie défensive est donc de servir de filet de sécurité lorsque la partie offensive perd massivement de la valeur en période de crise. Du fait de cette fonction, c'est le volet qui connaît le plus d'évolution dans la stratégie de Charles Gave. Donc, c'est sur lui qu'il faut être le plus attentif en cas de transformation de la situation économique et le plus souple pour éventuellement en changer la composition. Exactement. Cela dit, ce volet s'appuie sur 2 constantes. D'abord, il y a les placements à éviter à tout prix. Toutes les obligations de la zone euro qui n'offrent plus aucun rendement et souffrent même de rendements négatifs. Ensuite, les placements à privilégier avec 2 types d'actifs considérés comme antifragiles. L'or physique pour stocker de la valeur, les obligations à 10 ans de l'État chinois pour contrebalancer les risques du marché action de la partie offensive. Petit aparté, Charles Gave a également placé dans cette liste pendant un temps les obligations à 5 ans de l'État américain. Cependant, depuis la crise Covid, le financier semble avoir désormais écarté cette option. Mais rien ne nous dit qu'elle ne réapparaîtra pas un jour. Cela dit, on fait comment pour construire le volet défensif? Eh bien, ce dernier se répartit en 1 tiers en or et 2 tiers en obligations chinoises. Honnêtement, je ne sais pas exactement quel est le support que Charles Gave utilise lui-même. Mais comme sa propre société de conseil en gestion de portefeuille, Gavcal,
propose des fonds obligataires chinois. Je suppose que c'est par leur biais qu'il investit en obligations chinoises. Cependant, comme ces fonds ont des souscriptions minimum, l'alternative la plus simple que j'ai pu trouver sont 2 ETF permettant de s'exposer aux obligations souveraines chinoises. La seule différence entre les deux est que le premier est capitalisant alors que le second est distribuant. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique sur les obligations chinoises, dites-le nous en commentaire. Bon, mais lorsqu'on voit les tensions actuelles avec Taïwan, en cas d'invasion, on peut se retrouver avec ses investissements bloqués s'il y a des sanctions internationales, comme ça a été le cas pour la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Très bonne remarque, le Cube. Dans ce cas-là, Charles Gave propose de passer sur une allocation d'actifs de 70% offensif et 30% défensif, mais exclusivement en or. Et si on ne veut pas acheter d'or physique ? Alors, n'oublie pas que les performances du portefeuille sont basées sur cette allocation d'actifs-là. Donc, n'escompte pas obtenir les mêmes rentabilités. Après, tu peux aussi te contenter de la partie offensive. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Bon, vous êtes encore là ? Bravo. Rassurez-vous, on a vu le plus dur. Si vous avez compris les principes du volet défensif, alors le volet offensif ne sera qu'une formalité. D'ailleurs, tu nous as dit que tu l'avais toi-même testé. Du coup, tu as eu quoi comme résultat ? D'abord, il faut comprendre que les circonstances étaient particulières. En gros, je me suis retrouvé exactement dans la situation inverse de celle du postulat de départ de Charles Gave, expliqué en début de vidéo. En fait, j'ai acheté les actifs durant le premier confinement, au moment des grosses corrections. 1 an plus tard, comme ils avaient énormément monté, j'ai sécurisé mes gains en faisant en moyenne 65% de plus-value. Oh la vache ! Mais attends, ça aurait pu se passer avec n'importe quel actif ? Oui et non. La différence étant que j'étais certain des valeurs achetées. J'ai eu plusieurs fois le portefeuille dans le rouge sans que ça me préoccupe plus que ça. Il me suffisait d'attendre. Ce qui prouve bien que la stratégie de Charles Gave de laisser vivre les actifs fonctionne. Bref, le volet offensif se limitera à une sélection de 10 valeurs cotées à Paris, faisant toute partie du CAC 40. C'est tout ? Il obtient des résultats aussi impressionnants avec 10 valeurs ? Et oui, ce qui prouve encore une fois que ce qui impacte le plus les résultats est bien la stratégie et l'allocation d'actifs. Charles Gave considère qu'il y a 2 marchés à l'intérieur du marché des actions. Le marché capitaliste, où la rentabilité du capital investi est l'élément déterminant, et ce qu'il nomme le marché du capitalisme de connivence, où, je le cite, « les coquins et les crapules se mettent entre eux pour gagner du pognon ». L'idée est donc de s'orienter sur le premier et d'éviter à tout prix le second. Et comment on fait la distinction ? Il suffit d'identifier les valeurs qui n'ont rien à voir avec l'État, que ce soit par des sièges au conseil d'administration ou par des marchés en relation avec l'État. En gros, il élimine les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de travaux publics, etc. Et l'industrie automobile, puisque pour lui, c'est un secteur en déclin. Exact. Après cette première sélection, il reste au final une quinzaine de valeurs, parmi lesquelles il va faire son choix en privilégiant celles qui cherchent à vous rendre service. Selon lui, l'idée c'est de faire en sorte que les gens qui font du bon boulot sur la gestion de l'entreprise travaillent pour vous. Mais pourquoi seulement des valeurs françaises ? En réalité, c'est le 3e niveau du tamis, car celles que Charles Gave a choisies et qui s'affichent à l'écran sont en fait des valeurs internationales qui n'ont plus rien de local. Comme pour le portefeuille complet, la gestion est également équipondérée. Il suffit donc de mettre le même montant sur les 10 sociétés, puis, une fois par trimestre, de rééquilibrer afin que chacune reste à 10% du capital total. En d'autres termes, on vend le surplus et on rachète ce qui manque pour que chaque valeur reste à 10% du capital du volet offensif. C'est plus facile à faire qu'à expliquer. Bon, et maintenant, comment on peut concrètement le créer, ce portefeuille ? La gestion du portefeuille comprend 2 grands moments. D'une part, la création du dit portefeuille, d'autre part, le rééquilibrage de celui-ci. Pour la phase de création, 2 cas de figure se présentent. Soit on a déjà un capital, soit on n'en a pas.
Si on a un capital, il faudrait combien pour commencer sereinement? Alors, là ce sont des estimations que chacun doit pondérer en fonction de sa propre situation. Mais à mon avis, le top est de pouvoir commencer avec 40 000 € d'apport. De cette façon-là, on met 20 000 € sur la partie défensive, un tiers en or et 2 tiers en obligations, et 20 000 € sur le volet offensif. Sur les actions, ça permet ainsi de placer 2 000 € par titre et de maximiser les frais de transaction. Et si on n'a pas de capital de départ? Dans ce cas-là, il est possible de le faire petit à petit avec, mais là aussi ce n'est que mon avis, des achats ponctuels de 2 000 € minimum sur l'un ou l'autre des actifs, en visant le montant cité plus haut. Tant que le portefeuille n'est pas complètement constitué, les gains sont réinvestis dans l'achat des actifs manquants. Après, tout dépend de la capacité d'épargne de chacun. Et si votre souci est justement cette capacité d'épargne, on a une vidéo qui lui est entièrement consacrée et qui vous donnera les bases pour la créer, l'augmenter et la gérer. Vous trouverez le lien en description. Pour la gestion du portefeuille, lorsqu'il est complètement constitué, il suffit surtout d'avoir un peu de discipline. Pour autant, inutile de regarder ses comptes tous les jours. Il suffit de procéder aux aménagements nécessaires tous les trimestres, voire même tous les semestres. Et là, d'abord vous commencez par le volet offensif. Vous calculez la part en pourcentage que vous avez sur chaque actif, puis vous vendez et ou achetez ce qui manque. Par exemple, si L'Oréal est monté à 12% de votre capital pendant que Danone est tombé à 8%, vous vendez 2% de L'Oréal pour acheter 2% de Danone. Ensuite, vous passez à la partie antifragile et vous utilisez la même procédure. Si vos obligations représentent 70% du volet, vous en vendez 4% pour acheter l'équivalent en or. Enfin, vous vérifiez bien que le volet défensif et le volet offensif sont bien restés chacun à 50%. Sinon, vous arbitrez. Oui, ce qui prendra tout au plus 1 à 2 heures tous les 3 mois. Et une fois fait, vous n'aurez plus à vous soucier de tout ça, jusqu'à la prochaine vérification. Car, comme le dit Charles Gave lui-même, n'oubliez jamais que vous gérez un bilan sur le long terme et non pas un compte d'exploitation sur le court terme. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Si celui-ci vous a été utile, mettez un like à la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager pour aider à sa diffusion et au rayonnement de la chaîne. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. En fait, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes fin prêt pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Profitez-en pour activer la cloche et les notifications pour être sûr de nous suivre. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça.